Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même. Nous sommes à Montréal le 25 avril 2021. On m'a dit encore que le son, pourtant j'ai apporté des ajustements à mon ordinateur. Écoutez, peut-être dois-je en changer. Pourtant il n'est pas si vieux, mais c'est un appareil recyclé. Alors, voilà. Aujourd'hui, donc, j'ai rencontré quelqu'un dans une librairie. Imaginez donc, oui, je sais, vous pouvez, amis montréalais, vous pouvez me rencontrer dans l'une ou l'autre des librairies qui existent à Montréal. Vous pouvez me rencontrer. Ne fuyez pas, ça arrive parfois qu'on me... Non pas qu'on me fuit, mais on fait semblant de ne pas me voir. Et dans ce temps-là, je prends un malin plaisir quand je m'aperçois que la personne m'a vu, mais... Et ça m'intrigue un peu, ce comportement-là, que je retrouve de plus en plus chez nos contemporains. Je dis pas que ça s'adresse à moi, soyez sans crainte, mais je vois bien qu'il y a une... les gens, certaines personnes ont de la difficulté à entrer en relation avec les autres. Les motifs sont innombrables, on ne va pas les énumérer ici, et on ne va pas essayer non plus d'y trouver les causes profondes. Mais, personnellement, je prends toujours un malin plaisir. « Hey, salut, ça va? » Non, je n'y vais pas avec autant d'enthousiasme, mais ça m'arrive aussi, quand je vais à la grande bibliothèque, de rencontrer des gens et qui... Oh, est-ce que... Est-ce que nous sommes tant habitués à être isolés derrière nos écrans? Est-ce que nous avons perdu ou sommes-nous devenus si frileux dans notre relation à autrui? Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler, parce que, oui. Mais la personne, en tout cas, je l'ai abordée, je lui dis, tu vas bien? Et ouais, je vais bien, et toi? Ouais, on va bien. Tout le monde est content, quoi. Mais on a échangé parce que très curieusement, cette personne aime bien entendre, aime bien avoir mon avis. Vous savez, je le donne. Mais en fait, je le donne pas tant que ça. C'est ça mon point la- de la vidéo de ce soir. Alors, il me demandait si j'avais eu entre les mains telle anthologie. J'en dis pas davantage. Et qu'est-ce que j'avais pensé de la composition de cette anthologie? Bon, du coup, j'ai pu répondre que je n'en pensais pas grand-chose, car je n'avais pas eu la dite anthologie entre les mains. Et que je n'avais pas, j'avais pas réfléchi si les auteurs, les autrices qui y figuraient euh, judicieusement. Et donc, je ne pouvais pas me prononcer. Alors, il a enchaîné, il m'a demandé ce que je pensais de telle autrice. Et là, je lui ai dit ce que je pensais. Et c'était plutôt négatif, même, je dirais, très, très négatif. Bon. Et après, ben évidemment, m'étant compromis, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Ben, il était d'accord avec moi. En fait, je ne sais pas si il voulait avoir mon avis pour être conforté dans le sien, mais peut-être ça m'aurait déplu de savoir qu'il n'était pas d'accord avec moi. Mais connaissant un peu le profil de ce lecteur, qui n'est pas un ami, mais je sais, pour avoir échangé à quelques reprises avec lui sur divers auteurs, je sais ce qui lui plaît, disons. Je peux deviner ce qui lui plaît. Et il y a une condition qui est, qui est sine qua non, c'est la qualité d'écriture. Alors, après, il a enchaîné sur un autre auteur. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Pas grand bien non plus. Mais non, je ne saurais rien, je vous dirai rien. Puis je vous expliquerai pourquoi je dirai rien. Pourquoi je vous dirai rien, et puis je vous expliquerai aussi pourquoi, en fait, même là-dessus, on ne peut plus rien dire. Bon. Et après,
Il était d'accord avec moi aussi. Bref, on s'auto-validait mutuellement. Et après, il m'a demandé ce que je pensais de tel autre auteur. Eh bien là, cet auteur-là, je ne le connaissais pas. Et, et comme je lui ai dit, ça m'épargne de ne pas le connaître. Ça m'épargne une déconvenue. Ça m'épargne de... C'est pas ça exactement que j'ai dit. Je n'ai pas, je n'ai pas le bonheur de connaître le déplaisir. Et, et là, je lui ai demandé, mais pourquoi tu me poses la question? Et là, lui, ça a été à son tour de lâcher, de libérer les vannes et un flot de critiques négatives s'est abattu sur cet auteur-là. Et il me disait que cet auteur connaissait beaucoup de succès. Là, je me suis senti un peu mal. Ne pas avoir le plaisir de ne pas aimer un auteur, mais il faut d'abord au moins y avoir un peu goûté, faut avoir parcouru quelques pages, et parfois c'est bien suffisant pour jauger si un texte nous convient, si un texte est... Notre complexion de lecteur ne nous trompe pas. Parfois, aussi, il y a des œuvres que l'on sait difficiles, âpres, qui vont demander un investissement de temps, un investissement intellectuel de notre part, mais que la traversée va en valoir la peine. Alors, il ne faut pas ménager ses efforts dans certains cas. Il faut même se dire, d'accord, on y va et on va se coltiner avec la montagne. Mais ces œuvres-là, qui, hors du commun, disons, ne sont pas légion. Peut-être le siècle va en retenir tout au plus une dizaine. Une dizaine par siècle. Alors, bon, par contre, des œuvres contemporaines qui provoquent un choc tel qu'on puisse anticiper que les lecteurs dans 100 ans, les lecteurs dans 100 ans, oui dis-je, vont également en être ébranlés. Il faut être en présence de ces œuvres-là. Alors, c'est une autre histoire, ça. Je ne vais pas m'aventurer ici. Mais, mais la conclusion de cet échange où finalement cet interlocuteur-là et moi avons... attendez, j'ai quelque chose ici. Pardon. Et oui, il ne fallait pas que j'oublie ça. Mon activité professionnelle. Alors donc, j'en suis arrivé à la conclusion. Bon, pour un libraire, c'est bien compliqué. Un libraire ne peut quasiment pas avoir un point de vue négatif sur les livres. Et c'est ça aussi qui fait que peut-être, nous, en tout cas, on conseille, mais on ne déconseille pas. Et je vous cacherai pas, j'aimerais pouvoir déconseiller des choses des fois. J'aimerais pouvoir dire... mais ça aussi, c'est un vieux truc du métier. Parfois, on me demande, parfois, oui, j'agis comme instance qui conseille. On me demande, oui, que me conseillez-vous? Alors là, moi, invariablement, je réponds, qu'avez-vous aimé dernièrement? Alors, tout de suite, OK, vous avez aimé cet auteur-là, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs que vous avez aimés? Ah oui, j'ai aimé ça. Ah ça, j'ai lu ça. Ah oui, d'accord. Là, on sait où on s'en va. Alors, et on sait aussi si ce lecteur qui fait appel à nos services est capable d'avoir des lectures un peu contradictoires ou aventureuses même,
et même audacieuse dans certains cas, on peut se dire, OK, il ou elle est prêt à prendre des risques, on peut, le, on peut, le, on peut, le- on peut lui proposer un chemin escarpé avec des ronces, avec du chien-dent, avec des nuées de moustiques. On peut lui proposer une lecture étouffante, accablante, on peut d'asphyxie même, parce que il y a du coffre. Elle a du tonus, elle est capable de grimper ces plaines désolées. Alors, ouais. Et en même temps, cette même lectrice aime les éclaircies, aime tout à coup que le paysage se découvre. Elle est nuancée. Alors, on peut naviguer. Et puis, d'autres fois, ben, oui, d'accord. Oui, d'accord. On va pas conseiller Dubrovski à quelqu'un qui aime Guillaume Musso. On fera pas ça. Lui conseiller Marc Lévy, c'est trop facile. Mais on peut. Puis Alexandre Jardin aussi, c'est trop facile. Mais on peut. Ouais, ça devient compliqué dans ce temps-là, mais on peut faire des efforts en tout cas. Alors, alors, pour en revenir à cette petite conversation improvisée que nous avons eue, cet ami lecteur et moi, j'en suis venu à la conclusion qu'au fond, hmm, comme tellement de choses qui nous déplaisent, on n'a qu'une seule option. C'est louer sans réserve, c'est louer avec un fol enthousiasme les choses qui nous plaisent. C'est, c'est, c'est de mettre en valeur de manière dithyrambique, sans nuance, d'un amour inconditionnel, les choses qui nous plaisent. Et de les porter au nu. Voilà, de les porter au nu. Et de laisser dans l'ombre passer sous silence. Ça n'existe pas. Ce n'est pas pour nous. Et même si on serait capable, parce que dans certaines créations, parce que parfois aussi, je fais un effort aussi pour essayer de pas, non pas de me mettre au goût du jour, mais d'aller prendre la température, d'aller humer l'air, de capter ce qui se passe un peu. Et très, très, très souvent, ça m'accable. Et je dirais même, dans beaucoup d'œuvres, il y a quelque chose de mou. D'œuvres contemporaines, il y a quelque chose de mou. En fait, comme dit Fargue, un défaut d'ossature. Alors, le défaut d'ossature, fait que, aussi, ces œuvres-là sont dénuées de musique. Hein? Il y a comme un corollaire entre l'absence de squelette et l'absence de peau. Et la faiblesse d'ossature fait que les œuvres sont molles un peu. Là. Il manque de tonus. Là. Ouais, il manque de tonus. Et ce tonus-là s'accompagne aussi de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de rythme. Il y a pas de rythme. Il n'y a pas de mélodie non plus. Et les images que ces textes offrent, ce sont des images, des métaphores souvent, euh, tarabiscotées, incongrues, euh, surjouées, comme la faiblesse d'ossature est compensée par de l'outrance. Et j'ai l'impression que on est devant un numéro, c'est de l'esbrouffe. Voilà. Et, mais là, est-ce qu'on peut arriver à prendre un livre récent, encensé, et même l'auteur est très respecté, et là, nous arriver, là, lecteurs libraires, là,
mon cas, et dire non, non, c'est pas ça l'affaire. Ça, là, c'est pas sérieux, ce truc-là. C'est pas sérieux. Il y a, ça ne fonctionne pas. Et, 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 et en littérature, et en philo aussi, c'est observable, il y a des modes. Hein. Il y a des modes même chez les lettrés. Là, avant. Et, et, et on a pu l'observer aussi, les critiques entre eux. Eh bien, si ils sont devant une œuvre, avant de dire s'ils aiment ça ou non, ils vont voir si leurs collègues apprécient ça. Ils ne souhaiteraient pas être celui qui ou celle qui départ, qui déchante au milieu du concert. Ils ne souhaiteraient pas être la voix fausse au milieu des vivas et des acclamations, le couac qu'on entend ici, là, tout à coup. Et puis finalement se retrouver dans une position de celui qui n'a pas compris ou qui n'a pas vu. Bon, je pourrais enchaîner avec deux exemples cinématographiques qui me viennent. Euh, une jeune femme pleine de promesses, quelque chose comme ça, et une chanson douce. Hein? Bon. Une jeune femme pleine de promesses, que le titre, en tout cas, je me souviens pas exactement du titre, pourtant je l'ai vu il y a à peine quelques jours. Histoire d'une vengeance. La critique, j'ai entendu, j'ai lu des trucs, c'était... Et honnêtement, c'était c'était plutôt médiocre. Oui, le punch final euh, nous a étonnés parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais tout le long, c'est un prêcha, c'est pas très nuancé, ça se veut fin, ça se veut subtil. C'est dans l'air du temps, en tout cas. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, euh, qui se venge des hommes parce que sa meilleure amie a été violée par un collègue étudiant, une jeune femme qui se préparait à la médecine. Et, euh, et donc, mais c'est caricatural, là. Et c'est pas très bon. Mais la critique, j'ai pas entendu personne en dire du mal. J'ai lu que des choses positives là-dessus. Et à l'inverse, une chanson douce, un film français, euh, je l'ai vu sans avoir lu aucune critique, sans avoir même aucun a priori, en fait. Tandis que l'autre, j'avais un a priori positif, en tout cas. Et j'étais tout disposé à me rallier à la critique positive de ce film. Et plus j'avançais et plus j'étais mécontent, plus j'avais l'impression qu'on m'arnaquait. Bon. Sans doute, si le film n'avait pas eu autant de critiques élogieuses, peut-être j'aurais dit, ouais, c'est pas mal. Bon, puis on passe à un autre appel. Mais c'est pas ça, là. Tandis qu'une chanson douce, là, euh, la critique a été assez assassine. Même pas mal assassine. Et ça m'a beaucoup, beaucoup étonné parce que, je vous le dis, là, c'est un des films les plus terrifiants que j'ai vus dans ma vie. Et en plus, il y a zéro suspense. On sait comment ça va finir. Mais on n'arrive pas à le croire. Et quand la fin terrible arrive, eh bien, on est parfaitement accablé. Et l'actrice dont le nom m'échappe, vous allez le retrouver de toute façon, hein? C'est ça l'improvisation, hein? Il n'y a pas de notes, fait que j'y vais franchement. Euh, elle est extraordinaire, c'est inouï. Et c'est un film aussi c'est un film d'une critique sociale. Et là, ça, c'est subtil, c'est fin, c'est et à mon avis, c'est extrêmement efficace. Et il y a une image. Il y a une image. Bon, la personnage principale, qui est une nounou,
qui garde des enfants appartenant les enfants, les parents, ce sont des bobos parisiens. Et la nounou, elle vit, on le sait, elle est plutôt pauvre et elle vit très certainement, ben pas très certainement, elle vit sans doute dans la deuxième couronne de la banlieue parisienne. Elle vit loin. Et elle vit dans un endroit plutôt euh, euh, assez misérable au fond. Et on voit au loin de sa fenêtre, la tour Eiffel. Mais la tour Eiffel, elle est toute petite. Elle est toute petite et comme ça, au loin, comme un petit truc insignifiant à l'horizon, ça détruit toute l'image idyllique de carte postale, de tour Eiffel scintillante selon les événements ou qui change de couleur selon les tragédies. Euh, elle n'est plus magnifiée, là. Elle est un point obscur. Elle est un point obscur à l'horizon et elle est minuscule, elle est ratatinée, elle n'est plus une promesse une promesse de bonheur pour les touristes ou une source de satisfaction pour les Parisiens qui vivent dans Paris intramuraux. Non, elle est lointaine, elle est comme une étoile morte, elle est inaccessible, elle est toute tassée sur elle-même, comme elle est insignifiante. Et son insignifiance, je suis resté, moi en tout cas, sur cette séquence courte, j'ai senti tout le poids de l'exclusion. J'ai senti toute le poids de l'exclusion et comme un mirage qui jamais ne désaltérera. Hein? C'est ça un mirage, hein? On s'y précipite dans l'espoir enfin d'être désaltéré. Mais là, ce n'est qu'un mirage. C'est un mirage sans appel, sans possibilité d'offrir quelque illusion que ce soit. Ah, cette toute petite scène-là, à mon avis, c'est la clé de voûte de ce film. Et sans me livrer à une analyse exhaustive, là, plan par plan, hein, bon, je ne suis pas journaliste au cahier du cinéma, mais il y a une déconstruction à faire sur ce film. Et puis, ce qu'on lui reprochait à ce film, en tout cas les critiques que j'ai lues, c'est qu'il était statique. C'est il était dénué de suspense. Et même si, dès le début, on comprend que l'issue sera fatale, sera monstrueuse, c'est cette absence de suspense qui rend ce film encore plus terrifiant. En tout cas, si j'avais été membre de l'Académie des Césars, assurément, je me serais battu bec et ongle pour que cette actrice gagne l'Oscar, le César de la meilleure actrice. J'ai été... et puis les deux dernières scènes, en tout cas, il y a une des dernières scènes, là, quand on a compris, là, quand on a compris que finalement, c'est pas un happy end, là, hein? Quand on a compris le dénouement là, qui est monstrueux, euh, on, on- moi en tout cas, je suis à la suite de ce visionnement-là, j'ai été terrassé. Et puis, mais visiblement, la critique n'a pas vu ce que j'ai vu. En tout cas, l'ensemble, peut-être, je n'ai pas fait une recherche si poussée, mais je suis allé lire ici et là ce qu'on en disait, et on n'en disait pas de bien. Tandis que l'autre film, un autre film, là, le film américain, c'était des éloges, des éloges, des éloges. Je trouvais que c'était correct, mais sans plus. Bon. Mais je reviens à mes moutons littéraires. Là, hein? Est-ce on est rendu là aussi? C'est aussi ça, à la fois la censure, à la fois l'autocensure. Le milieu littéraire est tout petit. On ne peut pas, c'est ça ma conclusion de ce soir, là,
on n'a qu'une option, c'est louer sans réserve. C'est de braquer un éclairage sur les choses que nous aimons, les aimer intensément et passer sous silence ce qui nous déplaît, et je dirais même redoublement de silence pour les choses qui nous déplaisent vraiment. Et ne pas... je peux même pas imaginer aujourd'hui même, parce que souvent ce qu'on entend aussi, c'est « Ah, les critiques ne font plus leur travail. » On entend ça aussi beaucoup. Les critiques ne font plus leur travail, c'est de la promotion déguisée, c'est des renvois d'ascenseur. Mais le contexte, peuvent-ils encore le faire? C'est ça aussi l'affaire. Peuvent-ils encore le faire sans... on se souvient du critique théâtral, Robert Lévesque, au Devoir. Il y avait des comédiens, quand ils savaient, parce qu'il y avait la dent dure, Robert Lévesque, il y avait la dent dure et l'œil précis. Et quand les comédiens savaient qu'il était dans la salle, eh bien, ils refusaient de jouer parce qu'il était là. Alors ça, je vous parle de ça il y a 25 ans. Aujourd'hui, un critique littéraire de littérature ou de poésie qui s'aventurerait à écrire. Et puis en plus, vous savez, on peut avoir du génie dans la critique, parce que le courroux qui enflamme donne de l'inspiration. Hein? La poussée d'indignation, on peut avoir de l'esprit aux dépens d'autrui. Et même souvent, avoir de l'esprit, c'est souvent aux dépens d'autrui. Hein? Les meilleurs saillies se font dépendre des autres. Et on s'emporte. Moi, je sais que je suis un sanguin, par exemple. Si j'avais à être critique, puis on me dit, mais là, après ça, tu peux plus, t'es boycotté, tout le monde te hait, finalement, c'est l'enfer d'être capable de juger d'une œuvre sans rien en dire, ça va. De juger d'une œuvre et d'en rendre compte de sa critique, c'est assurément se mettre dans l'eau bouillante. Et s'exposer aussi à des boycotts. Il n'y a plus de renvoi d'ascenseur là, non plus. Hein? Vous montez les marches, les 12 marches du building, vous les montez à quatre pattes. Là. Et il n'y a plus de possibilité. Vous n'avez plus d'amis. Là. Vous avez peut-être des lecteurs, cependant, parce que les lecteurs aiment ça quand ça chauffe. Ça, il y a des lecteurs qui sont contents de voir des auteurs se prendre une branlée. Mais même ces lecteurs-là sont de moins en moins nombreux, parce que il faut avoir l'oreille, il faut avoir l'œil, il faut avoir le goût, il faut être capable de jauger par soi-même. Hein? Et puis en plus, beaucoup de journaux ou d'hebdomadaires qui font la critique de livres, il y a des petites étoiles, 2 étoiles et demie, 3 étoiles et demie, ce qui est quand même, les petites étoiles, ce qui est quand même le degré zéro de la critique. Hein? Les petites étoiles dans le cahier, c'est rendu là. Mettons des émoticônes, et n'en parlons plus. Alors c'est pour ça, à ce confrère lecteur rencontré aujourd'hui, je dis, c'est notre seule option. Il faut aimer passionnément, avec flamme, avec force, les choses qui nous plaisent, les porter au nu, les mettre, les vénérer. Et c'est la seule façon de, implicitement, critiquer le travail des autres. Alors on loue sans réserve et on passe sous silence, le silence le plus lourd possible, les choses qui nous déplaisent. Voilà. Alors ne comptez pas sur moi ce soir pour vous dire qui sont les auteurs qui... Non, je ne le dirai pas. Même sous la torture, je ne le dirai pas. Parce que dans certains cas, même, j'ai vu, il y a quelques années, un journaliste juger sans aménité l'ouvrage d'une de ses autrices. Et le pauvre homme,
Je veux dire, ça a été, on a sonné la Lali, là, ça a été les foudres se sont abattues sur lui, on a appelé à sa démission, on a appelé, et je pense très sincèrement qu'il avait raison, de ce que j'ai pu en juger. Et il avait fait son job, mais il a été accusé de tout, là. Je veux dire, il a été accusé de tout, 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 tout. Je ne sais même pas comment, dans ces conditions-là, on peut travailler, là. Je veux dire, c'est ça son job, c'est de lire des livres et d'être capable de les analyser, d'être capable de rendre compte de sa lecture. C'est ça son boulot. Mais le pauvre homme, on l'a déchiqueté. Il a été taillé en pièces sur divers réseaux. On a appelé à cette émission, pour ça je vous l'ai dit. Alors ça rend... Alors, on peut d'un côté se désoler que la critique devienne de plus en plus rare et que nous ne sommes que dans les embrassades mutuelles, l'encensement réciproque. Mais je pense que les conditions objectives pour faire honnêtement son travail sans encourir des représailles, je pense que ces conditions-là n'existent plus. Voilà. Et ça va avec le reste, hein? Ça va avec la censure dans les universités, ça va avec les boycotts, ça va avec tout ça, là. Mais même sur ce plan-là, et moi je conclue là-dessus, je considère que il y a certains critiques. Au Québec, je pense à Gilles Marcotte, je pense à Jean-Pierre Rissenut, pour nommer les deux qui me viennent en tête, Robert Lévesque. Eh bien, c'était de véritables écrivains. Et c'est ça aussi le paradoxe, c'est que oui, on peut être un critique et on peut être également un écrivain. Et Rissenut, pour moi, c'est un écrivain important. Et si vous avez l'occasion de trouver un petit banc de bois qui a été publié la première fois chez Trait d'Union qui a fait faillite, et qui a été repris, si ma mémoire est bonne, je pense chez Leméac. Un beau livre, ils ont refait en tout cas, graphiquement, le livre est très, très beau. Et ça a été un des derniers numéros que la revue Liberté a consacré à un critique, Jean-Pierre Rissenut. Liberté qui est devenue, moi que j'aimais beaucoup, J'aimais beaucoup ce que Liberté offrait sur le plan, non pas tant des idées, mais sur le plan de l'écriture. Et Liberté, aujourd'hui, c'est devenu euh, un journal, pas un journal, un trimestriel, euh, plutôt, en tout cas très orienté idéologiquement, peu importe l'idéologie, et je ne m'y reconnais pas, en tout cas. Je ne reconnais pas le Liberté des années 80, 90, même 2000, puis même jusqu'en 2010 à peu près, qui m'enchantait, hein, avec des numéros thématiques, toujours sur des écrivains. Et ça, en tout cas, bref, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Et, donc, un des derniers, je vous dirais, avant qu'il change de format, qu'il change de graphisme, qu'il change d'équipe. Mais ça, qu'il y ait des renouvellements d'équipe, ça, c'est normal. Qu'il y ait des nouvelles maisons d'édition, qu'il y ait des nouveaux auteurs, oui, 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 on fait pas de... On n'est pas nostalgique du passé, là. On retient du passé les choses qu'on juge importantes, il va s'en dire. Mais il faut aussi que des nouvelles expériences soient tentées, des nouveaux auteurs apparaissent, des nouvelles maisons d'édition. Il faut que la forêt reprenne vie. On ne peut pas rester là tout le temps les mêmes. Alors, il faut savoir céder sa place, parfois. C'est pas très agréable, mais d'autres vont apparaître et d'autres vont offrir de nouvelles voies d'exploration. Et ça, c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre de la vie. Mais le tournant, moi, ne me rejoint pas. Voilà, ça ne me rejoint pas.
Et par contre, et là aussi, alors forcément, si les critiques euh, ont de la difficulté pour s'exprimer librement, parce que c'est ça le travail d'un critique, n'est-ce pas? C'est simplement de dire pourquoi une œuvre, selon lui, évidemment, il y a une très large part de subjectivité qui s'appuie quand même sur une expertise de lecture, pourquoi tel livre est jugé important et tel autre non. Mais la possibilité de s'exprimer librement sans représailles me semble assez réduite par les temps qui courent. Alors on se défend de ça en louant outrageusement. Voilà. On se défend de ça en étant dithyrambique dans nos louanges. Je pense que c'est la seule manière de s'en sortir, au fond. Et s'il le faut, on loue tellement que ce qui n'est pas loué, ce qui ne mérite pas d'être loué, selon nous, eh bien, peut être l'objet subliminalement d'une répulsion non déclarée. Voilà. Ou d'une aversion, même. Parce que moi, il y a certains textes là, qui provoquent chez moi. D'ailleurs, dans ma diététique de lecteur, ça fait partie des règles de base. Ne pas s'échauffer les sangs à la lecture de textes que je sais par avance ne conviennent pas à mon état d'esprit, ni à mon bagage, ni à ma sensibilité, ni à ma conception de la littérature. Alors, par avance, oui, j'ai fait des approches, j'ai essayé de voir le truc, j'ai essayé de comprendre le truc, et quand j'ai compris que circuler, vaut mieux pas trop s'y attarder, eh bien, je ne me suis... Et dans toutes ces, je l'ai dit peut-être à quelques reprises, dans ces 1500 vidéos commises, j'ai fait une critique négative d'un livre. Une seule. Et à cause de ça, je veux dire, j'ai eu des profs d'université qui m'ont félicité. On m'a invité à faire une communication à l'université. J'ai été cité sans être nommé dans une revue, me disant qu'il y avait un libraire qui avait vu clair. Et on m'a invité même à faire des vidéos négatives. On m'a invité à... ouais, ben moi, c'est ça, n'appartenant pas au sérail journalistique ou universitaire. Allez, mon vieux, deviens un sniper, embusque-toi sur ton toit, puis canarde tout le monde, ou enfin, canarde les gens que tu juges mériter l'exécution. Est-ce que j'avais envie de vivre ça? Est-ce que j'avais envie, comme lecteur, de devenir un lecteur à gage? J'ai fait une vidéo qui s'appelait comme ça, lecteur à gage. Est-ce que j'avais envie de devenir un lecteur à gage? Non. Honnêtement, non. Je vais continuer donc à vous parler de ce que j'aime. Mais notez bien, si jamais j'ai des auteurs très connus, que tout le monde en sens et que je n'en souffle jamais mot, dites-vous bien qu'il y a anguille sous roche. Et peut-être vous pourriez deviner là, les trois auteurs, là, sauf le quatrième, j'en avais jamais entendu parler. Il était bien étonné d'ailleurs. J'ai pas le bonheur de... Je me souviens pas de ce que j'ai dit, mais ça voulait dire en quelque sorte... si je le connaissais, sans doute que je l'aimerais pas. Bon, j'avais pas le malheur de le connaître. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Bon, un trait d'esprit. Bon, voilà. Mais voilà. Alors, s'il y a des gloires littéraires au Québec ou en France, vous constatez que je n'ai jamais mentionné leur nom, eh bien, dites-vous que j'ai des raisons. Mais que ces raisons-là, eh bien, je les gardais pour moi. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain.